Quand l'horreur se glisse sournoisement. Quand les criminels se dressent. Quand les terroristes frappent. Quand les assassins sillonnent le ciel. Quand la mort verte oscille au pied de votre lit. Quand vous êtes tous condamnés à une mort horrible. On est condamné à mourir. Ce sera une mort horrible. Quand vous avez des petits ennuis de ce genre, qu'est-ce qui arrive? Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Notre homme est toujours dans la raffinerie. Il n'est pas question qu'il atteigne la plateforme, compris? Alors vous allez vous planquer et lui tirer dessus. Vous verrez beaucoup mieux si vous êtes en hauteur. Attendez une minute. Dispersez-vous. Ça va pas du tout. D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et aujourd'hui une émission spéciale puisque nous allons faire un entretien via l'internet avec monsieur François Co. Bonjour François, est-ce que tu nous entends? Je vous entends tout à fait, bonjour à vous. Super, déjà ça me rassure parce que bon point. On sait très bien que les machines forcément nous font du mal. Les machines nous font du mal et d'ailleurs toi tu n'entends pas les extraits ou les musiques que nous allons passer, je préviens tout de suite les auditeurs que tu auras un peu de mal peut-être à réagir à ce que l'on vient d'entendre par exemple. Tu n'as pas entendu ce qu'on vient d'entendre par exemple. Ah, absolument pas. Non, c'est la machine punitive, c'est Black Mirror. Voilà, je suis désolé pour toi. Antonin se fera un plaisir de te décrire d'ailleurs peut-être plus Je les tard. jouerai. Voilà, il va les les auditeurs vont entendre ce qu'on vient d'entendre et J'ai et trop Antonin- hâte d'arriver à l'extrait de maîtresse très particulière. et Antonin va aussi se faire une joie de te présenter par exemple puisque là je n'ai pas encore dit pourquoi tu étais notre invité. Alors tu es notre invité parce que ces jours-ci sort donc chez Label 619 qui est une collection chez quel éditeur? Ankama. Du coup de Nanarland, le livre des mauvais films sympathiques, tome 2 Electric Boogaloo. Alors on avait déjà eu le tome 1 il y a tout juste un an, donc ce livre est une sorte d'excroissance de ce site très connu qui est donc Nanarland, dont tu fais partie depuis quasiment les débuts, si je me trompe pas. Tu es également À savoir 15 ans ouais, 2001, Grosso ça date de modo, 2001, le site Nanarland. Tu es également journaliste à SoFilm et également
également tu écris des textes dans l'excellent blog Chaos Reigns, enfin blog, je sais pas pourquoi on appelle ça blog, enfin, le site tout simplement excellent Chaos Reigns tenu par Romain Leverne. Et donc du coup voilà, nous on va t'interroger donc sur le nanar. Donc c'est 2 livres vraiment absolument hilarants comme tout ce qu'on peut lire beaucoup sur le site aussi. Alors on reviendra un petit peu sur les problématiques du nanar et tout ça. Moi je peux être un déjà peu parler de l'objet là-dessus. aussi. Hein. Ouais, objet absolument magnifique. Bon, moi je me suis fait pas mal engueuler à la maison ces dernières semaines parce que je le lisais régulièrement et puis je le laissais traîner un peu partout. J'ai mon petit gamin de 4 ans qui tombait sur la couverture et je me faisais engueuler par ma copine parce que je laissais traîner la couverture qui est absolument somptueuse mais pas à mettre entre toutes les mains. Et je me suis fait un peu j'étais aussi dans des positions délicates parce que je rigolais un peu comme une baleine en le lisant et chaque fois mon petit Lucien me demandait pourquoi je rigolais et je pouvais pas évidemment lui expliquer, c'était pas possible, il connaît déjà pas le premier degré, on va pas lui apprendre le second et j'ai quand même été obligé à un moment quand je rigolais comme une baleine devant le chapitre consacré à Karate Dog à lui montrer les photogrammes du chien et il avait envie de voir le film. Bon, je pense que je lui montrerai pas mais bon voilà, donc deux bouquins qui sont découpés en plusieurs sections, des films post-apocalyptiques, des films érotiques, des comédies troupières, des comédies musicales, plusieurs chapitres, donc avec richement iconographiés. Qui font une sorte de panorama global. Alors c'est vrai que c'est une lecture où souvent on va directement à son ordinateur pour vérifier si à Los Angeles sont disponibles les copies, ce que ça donne très envie. Je pense particulièrement à tous les films de politique fiction, notamment ce film dont j'avais bizarrement jamais entendu parler, produit, je sais plus de quelle origine c'est, mais le film qui a été produit pour venger le monde musulman des versets sataniques de Salman Rushdie, enfin un film qui a l'air absolument génial. Donc je sais même pas si c'est disponible d'ailleurs sur internet, si ça se trouve ça. Si, ça se trouve sur la plus grosse plateforme de vidéo gratuite. En fait. Ok. Mais dans une copie absolument immonde, comme tu pouvais le voir, vous pouvez le voir avec les photogrammes. Enfin, c'est vraiment du rip de VHS. Ou en plus, quelqu'un a agité une passoire devant. Enfin, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Quoi. Ouais, d'accord. Donc ça me permet... je voudrais quand même nous excuser auprès des auditeurs. Le son que vous entendez de François est pourri, mais c'est parce qu'il est très très loin et il est à l'étranger de Rennes. Il est à l'étranger de Rennes. À Grenoble, c'est ça ? C'est ça, ouais. Voilà. Et donc évidemment, mais on comprend ce que tu dis, donc c'est bien. À Nanarland, dans les autres activités, il y avait aussi, vous avez été vendu votre âme au Capital à travers des émissions pour Allociné. Oui, et un peu moins vendu votre âme au Capital à Arte pour des émissions qui vont être diffusées sur la plateforme Arte Créative, je crois, prochainement. Et vous avez fait également un peu d'édition de DVD. Tout à fait. Après, oui, après le Nanarland, c'est un collectif. Alors après, c'est des personnes différentes qui s'en occupent à chaque fois, sachant que de mon côté, je me suis occupé de la coordination des bouquins qu'on a écrits à 6, 7, 8 même, avec les 2 Régis, Richard, Julien, Pascalou, Fabien, Benjamin et normalement j'en oublie personne. Et Tony aussi du label 619 qui a eu l'idée en fait de la VHS, qui a fait la mise en page. Après, pour Nanaroscope, c'est Régis Brochier, le fondateur du site, à l'origine. Nanaroscope, c'est l'émission. C'est un peu compliqué. On fait un peu au coup par coup, quoi. Là, c'est vrai qu'il y a un enchaînement d'événements entre la nuit au Grand Rex qui avait lieu début septembre, la sortie du bouquin et Arte Créative, mais c'est plus, c'est pas Nanarland Incorporated encore, c'est vraiment les occasions qui font les larrons. Après, Allociné, moi, je pourrais pas trop vous en parler parce que je faisais pas partie justement de la team qui s'occupait de ça, mais ça a duré 90 épisodes, je crois, et c'est une bonne durée. Ce genre d'émission, voilà. J'en ai pas parlé quand on est avant l'émission, mais c'est vrai qu'avant de se lancer même dans l'approche pratique du livre, moi ce que j'aimerais bien quand même, c'est que tu nous racontes, même si tu l'as déjà fait via d'autres radios ou d'autres sites de promotion, nous raconter comment tu as découvert le nanar et nous expliquer même ce qu'est le nanar, justement, en sachant que moi, comme Antonin, on peut avoir un problème vis-à-vis de ça, à savoir l'idée de se moquer d'un film. Il y a un peu de ça dans le nanar, même si je sais très bien que toi, tu as une approche qui est aussi différente, et heureusement. Mais justement, nous raconter comment tu as découvert ça et ce qui peut t'intéresser là-dedans, en fait.
Bah, c'est tout le, mais c'est des très bonnes problématiques et c'est vrai que bah, enfin, on va pas non plus se mentir, on se parent dans notre vertu offensée si tu veux, mais effectivement c'est un équilibre qui est très délicat à maintenir. C'est à la fois l'évolution, la sophistication du regard de spectateur qui s'acquiert avec le temps, qui s'acquiert avec la disponibilité de films qui est de plus en plus accrue aujourd'hui et où donc l'objet film quand même, enfin je pense que vous-même l'admettez du fait du nom de votre émission, l'objet film est très désacralisé, je peux pas forcément dire mort, mais il n'y a pas ce rapport qu'on avait quand on était jeune, il y a 20-30 ans en arrière, pour pas citer de décennies miraculeuses, enfin voilà, c'était pas le même rapport. On allait dans une ville exprès pour voir un film parce qu'on savait qu'on n'allait pas le revoir de sitôt. Ou quand on trouvait une VHS assez rare, on était comme un fou parce que c'était un film qui n'était pas à disposition immédiate comme il peut être aujourd'hui. Donc c'est vrai que le fait de se moquer des films, c'est un réflexe qu'on avait au début. Il faut pas non plus mentir à ce niveau-là. Mais ayant eu la chance de faire partie de Nanarland dès les débuts, j'ai vu ce regard en fait déjà devenir beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire qu'au début, on prenait les gros films un peu évidents, les Chuck Norris, certains Van Damme, pas tous, les Steven Seagal, enfin les trucs de vidéoclub qui nous paraissaient les plus évidents. Et puis après, j'ai constaté chez mes petits camarades cette espèce de professionnalisation, c'est-à-dire qu'après on s'attardait un peu au second rôle, puis on ouvrait des portes de Pandore comme les films de Ninja de Godfredo ou le cinéma turc, où c'est là aussi où c'est important. Par exemple que quand on découvre le cinéma turc, c'est tellement une grammaire cinématographique différente que déjà ça nous plaît parce que ça change, ça brusque un petit peu le regard, ça change un petit peu nos habitudes de cinéphiles blasés, mais aussi il y a tout un truc de décalage culturel qu'il faut vraiment étudier pour pas juste se moquer des différences d'un pays à l'autre. Il aime les chorégraphies ou les combats mal faits, tu vois. Ça c'est un truc, alors je comptais y revenir un peu plus tard, mais vu que tu lances la problématique tout de suite, c'est quelque chose à laquelle je voudrais réagir quand même, puisque moi je sais que les nanars, j'ai eu un gros problème avec cette espèce il y a eu une mode il y a quelques années vraiment où il y avait des soirées à Rennes par exemple où on projetait des films et les gens venaient en rire et j'ai eu un gros souci moi face à un certain public qui s'était peut-être habitué justement aux nanars et qui dès qu'il découvrait une cinématographie qui lui était un peu étrangère mais qui n'était pas du tout il n'était pas face à un nanar. Moi l'exemple parfait c'est Johnny Guitar. Et tu vois un public qui s'est habitué du coup au nanar justement va voir Johnny Guitar, n'a jamais vu un film des années 50 et du coup va rire devant Johnny Guitar parce que les effets ont vieilli et c'est comme s'il découvrait justement un film turc comme tu viens de le dire justement avec des effets ou une grammaire qui n'est pas la même que celle qu'il connaît aujourd'hui et du coup va rire face à ça et voilà le nanar pour moi a posé problème parce que justement il a déformé à un moment en tout cas face à un certain public la perception même de certains films quoi. Oui, mais je comprends tout à fait parce que c'est des choses que je ressens encore moi aujourd'hui. Enfin, même en allant à la Nuit Excentrique, qui est un environnement où on a tous nos copains du forum, etc. Moi, je me retrouve des fois à côté de rieurs qui se sentent obligés de surenchérir par rapport à ce qui se passe à l'écran, tu vois, parfois trop, parfois méchamment. Enfin après, mais c'est des choses que j'ai fait aussi, donc je veux pas être de mauvaise foi par rapport à ça, si tu veux, mais non, mais il y a quand même eu une évolution, et même dans la production même du cinéma. Tu parlais dans l'émission de France Culture, par exemple, des Sharknado et d'autres trucs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va même jusqu'à créer du nanar, ce qui est complètement grotesque. C'est-à-dire que le nanar en lui-même, on n'est pas encore revenu sur ce que c'était dans le fond finalement, mais on va essayer de créer du nanar, alors que tu peux pas créer du nanar en fait. Après, c'est une lente évolution. Je pense que c'est vrai que le Nanarland donc du coup est né en 2001. C'est vrai qu'on est dans des époques aussi de post-modernité. On a l'impression, c'est vrai que d'un coup Scream, je crois que c'est 96, quelque chose comme ça, qui lance par exemple toute une vogue de films où le spectateur est quand même invité à se sentir beaucoup plus malin que ce qu'il va regarder. Je pense que des gens comme Rodriguez ou Tarantino ont beaucoup exploité ça avec toutes les qualités qu'on peut trouver à leur cinéma. Enfin, en l'occurrence Tarantino. Mais en tout cas, c'est toute une vague de post-modernité qui invite
un peu à ce regard-là. Et moi, c'est vrai que je partage ça avec Étienne. Je me souviens d'une séance comme ça, qui était une double séance avec une programmation de une sorte de best-of nanardesque de films. D'ailleurs, il y avait des Turkish Star Wars et d'autres films où d'un coup on avait que des rieurs. Et cette séance-là était suivie de Whitefire. On va peut-être pouvoir en écouter un extrait juste après. Et après on rebondira dessus. Mais voilà, Whitefire d'un coup a mis tout le monde. Enfin, moi j'ai failli me casser de cette double séance en me disant, moi je veux pas. J'ai l'impression d'assister à un lynchage. Surtout que c'est le fait que les films étaient coupés, on en gardait que les moments les plus grotesques. Du coup, il y avait aucune chance donnée au film. Et puis d'un coup, après, Whitefire de Jean-Marie Palardi, donc qui s'appelle aussi Le Diamant ou Vivre pour survivre, a été projeté dans son intégralité. Et là, j'ai pu voir ce que c'était la quintessence du nanar, c'est-à-dire que l'excellent nanar, c'est celui qui est tellement stupéfiant qu'il n'en devient plus drôle. On est d'un coup, ça coupe la chic à tout le monde. Et c'était vraiment palpable dans la salle. On se disait non, quoi, c'est pas possible. Et limite, les gens ne rigolaient presque plus. On peut peut-être écouter un petit extrait de Whitefire et après on rebondit là-dessus. Alors François, on écoute juste un extrait de Whitefire qui dure 40 secondes où tu vas être coupé de l'antenne et juste après on revient vers toi. Oh Mike, arrête, tu m'as fait peur. Le dîner est prêt, Sam veut qu'on passe à table. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es folle de te baigner nu. Mais j'y vois aucun mal et comme tu sais, moi je n'ai rien à cacher. Eh bien, retire ta serviette. Rends-la-moi s'il te plaît. Entre frères et sœurs, tu as raison, il ne faut rien se cacher. Oh, arrête. Rends-moi ma serviette. Non. C'est stupide et c'est pas drôle. Et ne me regarde pas comme ça. Dommage que tu sois ma sœur. Oh. Sublime extrait de Whitefire. Alors comme je te disais en préparation de cette émission, on vient de passer l'extrait de la piscine de Whitefire où il déshabille avec beaucoup de joie sa propre sœur. Dommage qu'elle soit sa sœur. Ouais. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, en fait, je suis complètement d'accord avec vous. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, en fait. Et après, il y a plusieurs choses. Il y a, par exemple, ce qu'a fait François Forestier, qui a amené un peu de débat à ce niveau-là. François Forestier, donc du coup, qui a des bouquins assez. C'était dans les années 90 qu'il a écrit ça. Les 101 nanars, c'est ça? Les 101 nanars, ça a été réédité il y a pas longtemps. Où en fait, le principe que je peux tout à fait entendre, c'est que rien n'est sacré. Et qu'il y a autant de subjectivité qu'il y a de spectateurs. Moi, c'est quelque chose que j'entends tout à fait. Après, François Forestier dire que Cléopâtre de Mankiewicz c'est un nanar parce qu'à un moment il y a un serpent en plastique. Enfin ouais, je trouve ça un peu too much. Mais comme on en parlait au antenne, la possibilité du Nil, l'un de vous deux le considère comme un nanar. Je sais pas si j'irais jusque là. Peut-être qu'il faut lui laisser 10-15 ans, peut-être. Mais voilà, tout se discute à ce niveau-là, mais après sur l'ambiance de lynchage, ouais, moi c'est quelque chose qui me gêne beaucoup aussi, et où après c'est peut-être exagéré de parler de responsabilité par rapport à quelque chose d'aussi trivial et frivole que Nanarland, mais en même temps c'est très important, l'ironie, le cynisme, enfin c'est un enjeu que je trouve vraiment très très important dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tout prendre au second degré? Enfin maintenant le pire truc sur internet, la pire saloperie, la pire atrocité, on dit attends, c'est du second degré. Hanouna, c'est du second degré, tu vois quoi. Enfin, et c'est là où, Enfin, à un moment, faut arrêter, faut mettre des limites. Et ce qu'on essaye vraiment de faire avec Nanarland, c'est de garder, une espèce de tendresse en fait. Et quand on lit les chroniques dans les bouquins, moi, il y en a une seule qui est méchante et que je regrette maintenant aujourd'hui, c'est dans le tome 1, c'est sur Uwe-Boll. Et parce que vraiment, je considère que que c'est un sale type. Enfin, voilà. C'est le mec qui fait des coups publicitaires et puis derrière, chouiné parce qu'il est pas reconnu à la hauteur de son génie et que ses films se vendent moins en fait. Mais voilà, enfin après ça c'est personnel et je regrette d'avoir mis quelque chose de méchant. Mais par exemple, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. T'inquiète pas. Je finis juste sur une anecdote, puis après vous pouvez reprendre la parole, je vous la relaisse. Excusez-moi, je suis un peu long. À la nuit excentrique, il y a eu un très beau moment en fait où à la projection au Grand Rex à Paris. Il y avait 1500 personnes. Il y a eu le premier film, qui est un film espagnol de kung-fu qui s'appelle Karaté contre Mafia, qui est
hallucinant. Et mais vraiment, et le réalisateur était là en fait, et là je me suis dit oh là là, ça va être horrible. Et sauf qu'en fait la projection du film s'est passée avec des mecs qui faisaient des blagues, avec les rieurs, mais qui n'étaient pas, franchement j'ai vu et j'ai entendu 1000 fois plus méchant. Et surtout en fait alors l'extrait est visible sur YouTube. Le réalisateur est arrivé sur scène à la fin, il y a eu une standing ovation et c'était émouvant en fait. C'est-à-dire que le type avait conscience que son film était pas terrible et que les gens allaient rire, et il l'a présenté avec en second degré en disant oui je sais, ça a été tourné en 8 jours, oui je sais, pour faire croire que les acteurs sont asiatiques on leur fait plisser le front, mais voilà, mais pardon, mais voilà, et en fait ouais, il a eu une standing ovation de 1500 personnes quoi, et c'était enfin il est allé voir les organisateurs en disant mais c'est un moment incroyable quoi. Et c'est après ça se passe pas tout le temps comme ça, c'est pas tout le temps beau, mais disons voilà, enfin c'est on essaye, je pense qu'on voilà, ça s'est senti à travers le temps, à travers le site, qu'on est devenu de plus en plus bienveillant et tendre avec ces films, pour montrer qu'on les aimait vraiment, que ça nous intéressait et qu'on passait du temps dessus pour savoir comment ça avait été fait, etc. Et j'ose espérer, croire que le public de Nanarland au moins a compris cette bienveillance et l'accepte, et pas forcément du côté des méchants lyncheurs. Mais après peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Mais sans être du côté des méchants lyncheurs, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il est même pas question juste de vouloir lyncher un film. Pour moi, il est même question en fait d'avoir affaire à un jeune public qui a grandi en fait avec Nanarland finalement, ou avec en tout cas les sbires de Nanarland, c'est-à-dire que ça a eu de l'influence malgré tout. YouTube comme voilà a eu beaucoup d'influence aussi en proposant uniquement des petits extraits de films qui étaient en effet des extraits grotesques, du coup parfois juste le doublage en lui-même est grotesque. On va revenir peut-être là-dessus plus tard sur ce qui fait justement le nanar, hein. Parfois c'est pas le film forcément, c'est juste le doublage ou des détails, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on a affaire à un jeune public qui va prendre de toute façon de haut des films qui n'ont pas besoin. Alors j'ai un deuxième exemple qui est très très récent pour le coup, c'est la projection il y a une semaine ou deux de Get Carter à Rennes. Get Carter avec Michael Caine, non le film avec Michael Caine qui est un film absolument extraordinaire, hein, qui est vraiment merveilleux. Alors j'étais pas présent, c'est un auditeur qui m'a raconté que dans la salle justement, qui était assez pleine, ce qui fait plaisir d'ailleurs, les gens, pendant notamment une séquence où du coup du haut d'un toit et un homme tombe, et en effet évidemment c'est pas un vrai bonhomme qui tombe, c'est un mannequin, et ça se remarque, et du coup les gens étaient morts de rire, mais vraiment morts de rire quoi. Et il y avait ce côté un peu apparemment assez agressif dans le rire, justement, genre justement c'est du nanar. Il y a un rire nanardesque maintenant devant certains films apparemment. Et apparemment c'est quelque chose d'assez nouveau, ça aussi depuis quelques années quoi. Voilà, non. Est-ce que vous connaissez un roman qui s'appelle La Conspiration des Ténèbres de Theodore Roszak? De Theodore Roszak, oui. Vous l'avez lu ou pas? Ouais. Oui. Il y a un passage dedans sur le projectionniste. Il y a la mentor, vous savez, du héros, qui est une False Paulinkle, et il y a le cinéma où elle travaille à l'origine, cette espèce de cave absolument dégueulasse. Et il y a un projectionniste qui arrête pas de fumer des joints, qui traîne avec des hippies. Ouais. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a tout un passage sur les nanars, en fait, sur ces jeunes qui sont, qui veulent sympathiser avec cette figure un petit peu, pas paternelle, mais tutélaire, qui les autorise à venir dans son cinéma pour regarder des séries B et pour venir fumer des joints et se moquer des films, en fait. Et il y a un chapitre qui est absolument terrifiant. Je sais parce que je l'ai relu il y a pas longtemps. Parce que je cherchais justement des références un peu littéraires sur le nanar, et c'est terrifiant quoi en fait. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous me dites, c'est-à-dire cette nouvelle génération de jeunes branleurs, sachant que le bouquin date de début des années 90. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Voilà, et qui décrit alors attends, dans la temporalité du bouquin, c'est les années c'est début 60 je crois que ça se passe. Ouais, c'est 60 enfin ouais, c'est fin 60 ouais. C'est fin 60 ouais. C'est-à-dire que ce phénomène était déjà là pour la génération des drive-in, des premières générations des drive-in aux États-Unis quoi. Enfin des films qu'on décrit d'ailleurs un petit peu dans le surtout dans le tome 1 en fait, un film comme Robot Monster, enfin des films vraiment faits à l'arrache et dont les spectateurs se moquaient de façon mais moi je suis à la Ed Wood en fait, parce qu'on peut revenir à Ed Wood du coup
finalement avec toute cette histoire où Ah, justement il a eu du succès parce que justement on considérait que ces films étaient mauvais et on regardait uniquement du Ed Wood parce que c'était mauvais et pas pour autre chose. Mais si je me rappelle bien, le culte d'Ed Wood est né a posteriori de sa carrière, et même à titre posthume, si je dis pas de bêtises, des fondateurs des Razzie. Les Razzie Awards étant les anti-Oscars Hollywood qui existent depuis la fin des années 70, début 80. Je suis un peu approximatif dans les dates, mais je suis pas potassé, je suis désolé. C'est déjà pas mal, hein. Mais c'est mieux que nous déjà. Voilà. Et en fait, c'est eux qui l'ont décrété arbitrairement plus mauvais réalisateur du monde dans un bouquin anthologique qui recensait leurs films les plus détestés. En fait, où là, pour le coup, il y a un ton vraiment méchant. En fait, il y a un ton vraiment méchant et très à côté de la plaque dans les Razzie. Vous voyez, enfin, je pense que le moment qu'on retiendra des Razzie, c'est le moment où Paul Verhoeven était venu chercher son Razzie, c'est Razzie pour Showgirl. Alors je sais que vous aimez pas le film. Non, c'est une blague. Ça c'est la plus mauvaise blague. C'est j'en suis l'auteur, hein, mais c'est un gag qui est pas du tout passé. C'est évidemment un texte que j'ai fait paraître sur Vice, mais qui est une grosse blague, mais qui est pas du tout passé. Moi j'adore Showgirls évidemment. C'est moi qui ai écrit ce texte. Oui, effectivement. C'est une blague ratée. Donc je fais mon coming out. Non, mais chacun son tour. Voilà. Hein. Et moi, j'étais, en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, d'une part, moi, je suis très content que tu cites enfin le bouquin Conspiration des Ténèbres, parce que ça fait longtemps que j'essaye de trouver le moyen de faire une émission sur ce bouquin que j'adore. C'est facile, il suffit que tu proposes. Hein. Oui, mais après, il faut pouvoir parler littérature. Moi, je suis pas qualifié. Et en fait, du coup, ça me fait penser que de toute façon, il me semble, sans avoir lu ses écrits, que quelqu'un comme Susan Sontag, donc une intellectuelle américaine, avait elle-même théorisé cet esprit-là en parlant de l'esprit camp qui vient vraiment de ça. Oui, bah Paul Hinkle aussi, hein. Et donc on est dans les années, là on est dans les années 70, là pour le coup, pour vraiment contrecarrer ce truc-là n'est pas vraiment propre à notre époque, ce côté rieur. Il y a vraiment eu ça de tout temps, depuis que l'homme est l'homme et depuis l'âge des cavernes. Après, ce qui est propre à notre époque, c'est le fait que ce soit devenu un marché, en fait. Ouais. Que du film soit produit volontairement pour engager des rires, quoi. Et après, il y a tellement de productions de ces studios-là, en fait, les fers de lance étant The Asylum avec les Sharknado, des trucs comme ça, mais ils en produisent tellement qu'il y en a forcément un ou deux intéressants, où il y a une espèce de justement d'accident qui va arriver dans l'espèce de business plan trop bien produit, trop lisse, mais pour nous ça a aucun intérêt, quoi. Bien sûr, mais après là tu as dit le mot qui compte, je pense, dans ce que c'est le nanar, c'est finalement un peu l'accident. Je pense que moi là évidemment, et je pense que c'est susceptible d'être arrivé à tout le monde, c'est ce qui m'est arrivé sur Whitefire, c'est qu'à un moment on arrive le nanar finalement, à force d'être absolument anticonventionnel au sens convention cinématographique, invente des fois son propre langage, qui fait qu'on est basculé dans presque un monde qui a ses propres règles et qui de toute façon est fondamentalement déstabilisant. À partir du moment où on va au-delà du rire, où on va là-dedans, ça peut créer. C'est ça, moi je dis souvent, entre le ridicule et le génie, il y a une frontière extrêmement mince, quoi. Il y a beaucoup de films absolument géniaux qui peuvent reposer sur des incohérences absolument nanardesques. Si on prend le plus grand film de l'histoire de l'humanité, genre Vertigo. Non. Par exemple, c'est une question de point de vue. Non, mais c'est une question de ouais. Bon, en tout cas, ce film-là repose par exemple sur une incohérence qui pourrait être prise pour l'incohérence repose sur une question de point de vue. Dans Vertigo, c'est un mauvais exemple, Antoine. On va pas reparler de Vertigo, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête là tout de suite, mais sur des choses qui sont des coups absolument audacieux d'un metteur en scène qui vont être absolument géniaux. Et des fois dans le nanar, c'est juste à un moment, c'est juste un très bon film qui s'est juste cassé la gueule. Moi je pense, et j'ai un bon exemple qui peut reposer sur ce que tu dis, c'est Equus de Ciné Lumet. Oui, on parlera de Ciné Lumet dans quelques temps. Et il y a une séquence dans Equus de Ciné Lumet par exemple qui pour moi est vraiment sur cette corde raide, c'est celle où le personnage principal chevauche en pleine nuit un cheval nu et il a un orgasme en criant Equus. Et cette séquence suivant, si on est dans si on perçoit le point de vue du personnage et si on l'accompagne, peut être vraiment touchante et extrêmement troublante ou absolument grotesque, mais absolument grotesque. Il s'agit d'un
d'un type à poil sur un cheval en pleine nuit qui prend son pied à chevaucher un cheval. Ça vraiment, ça pourrait presque rentrer dans un Whitefire ou autre chose, quoi. Et mais en même temps, si comme moi, tu conçois, tu t'identifies. Non mais tu conçois en tout cas que la folie de ce personnage et son problème mental, ça devient extrêmement dérangeant et problématique, et ça, voilà. Mais pour moi, c'est un très très bon exemple de cette tout à fait, ouais, cette ligne, cette corde raide, et qui vraiment, suivant la perception, mais comme disait François tout à l'heure, hein, c'est encore une fois une question de perception du spectateur, de voilà, comment le spectateur va lui voir ce film. Après, il y en a certains qui, là pour le coup, n'ont, et on en retrouve, hein, comme on a entendu l'extrait tout à l'heure de qu'on a entendu après le générique. Hitman le Cobra. Hitman le Cobra, pour le coup, je conçois assez peu en fait qu'on puisse en effet être bouleversé d'un point de vue vraiment sensible. Mais c'est par pas une ce question film. d'être bouleversé ou je sais pas quoi, mais genre Hitman le Cobra, cet extrait, il y a quelque chose dans cet effet de redondance qui fait que tu te dis ce truc c'est pas possible, pour moi crée quelque chose, quoi. Mais après, c'est compliqué parce que moi, je me rappelle d'une séance à la reprise d'Orange Mécanique où les spectateurs étaient morts de rire, mais juste parce qu'il y avait une direction artistique kitsch et des plans qui changeaient par rapport aux habitudes de spectateurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est les habitudes des spectateurs qui sont embarrassés parce qu'ils sont pas habitués à ça. Hein. Des fois, c'est juste ça. Voir un film turc, en effet, on n'a pas l'habitude de voir un film turc. Alors, ou un film indien. C'est-à-dire que tu montres à n'importe qui aujourd'hui qui n'a jamais vu un film indien, un film de Bollywood qui reprend ou qui pille volontairement en plus des productions américaines ou autre chose. Évidemment, c'est grotesque, mais dans ces films-là, il peut aussi y avoir des moments, je dirais pas des moments de grâce, mais en tout cas des moments, en tout cas où il y a une vraie tentative de faire quelque chose. Ouais. Mais justement, nous on a fait dans le tome 2, il y a il y a un des films les plus emblématiques du cinéma de Bollywood. Donc un crime de lèse-majesté absolu, c'est Disco Dancer, hein, le film. Mais du coup aussi, quand on a vu le film, on a halluciné parce que c'est disco à s'en péter les rétines quand il y a des séquences chantées, parce que c'est mélodramatique de façon complètement abusive. Mais quand on l'a vu il y a je sais pas 10 ans, ça nous a vraiment étonné et fait rire. Maintenant, pour être beaucoup plus habitué et même vraiment, moi j'adore le cinéma Bollywood, vraiment, mais au premier degré, quoi. Un film comme Iga, par exemple, qui est complètement fou, hein, qui a un postulat de nanar. Je sais pas si vous voyez Iga. Non. C'est le film avec ce type qui est assassiné par un rival amoureux qui se réincarne en mouche et qui va se venger. Ça a l'air très chouette. C'est un postulat de nanar, mais le film, je vous jure, au premier degré, est une excellente comédie avec des scènes nanar, avec. Donc c'est un film qui veut être drôle. Oui, mais qui parvient au premier degré, en fait. D'accord. Même si des choses ratées dedans. Enfin, c'est que le réalisateur est vraiment très doué. C'est celui qui a fait un blockbuster qui est sorti plus ou moins vite fait, qui s'appelle La Légende de Bahubali, qui est très bien, qui est vraiment très beau aussi. Mais et Disco Dancer, du coup, on l'a mis parce qu'il y a cette partie comédie musicale qui était très axée années 80 et on voulait sortir un petit peu des films américains, des films français, voilà. Et ça s'est imposé, mais c'est vrai que, moi j'ai revu le film du coup pour l'occasion, j'étais super emmerdé, quoi. Je me dis mais c'est pas un nanar en fait, c'est vachement bien. Et d'où le texte en fait, d'où le texte parce que qu'il y a dans le bouquin qui justement prend ce point de vue-là d'expliquer pourquoi si ça a un peu vieilli, si tu veux. Voilà, c'est un peu vieilli, c'est kitsch, c'est mélo pour qui ne connaît pas le cinéma Bollywood, mais même une fois que t'es dedans en fait, voilà, moi il y a des films que je regarde, je sais que c'est des nanars, mais j'y prends quand même un énorme plaisir spectateur. Whitefire. Au premier degré, tu veux dire? Pardon? Au premier degré, tu prends un plaisir vraiment au premier degré. C'est du second degré qui se transforme en premier, donc on est dans le 3e ou 4e degré, c'est un peu bizarre. Mais tout ce que je sais, c'est que, en tant que spectateur, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Mais sans avoir un regard condescendant, sans avoir besoin d'être entouré d'une vingtaine de personnes qui vont rire en même temps que moi. Enfin, c'est des choses vraiment que j'adore, quoi. Et est-ce que tu vois une évolution, parce que finalement aujourd'hui j'avance un peu déjà dans le programme que Antonin avait pu prévoir, mais j'ai le sentiment si on va pas justement chercher par exemple en Inde ou ailleurs
que le nanar aujourd'hui n'existe plus, qu'on a quand même affaire à des films qui datent notamment des années 80, grosso modo, hein, beaucoup. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible de faire du nanar en fait? Est-ce que vous avez épuisé tous les cash converters déjà, quoi? Grosso modo, c'est un peu ça la question, ouais. Bah déjà un peu, mais après il y a plein de cinématographies qui nous échappent en fait. On commence à peine, par exemple, à découvrir le cinéma africain, quoi que ce soit le cinéma nigérian, le cinéma de Wakayou. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a une production assez énorme quand même au Nigeria, par exemple. C'est un des plus gros producteurs de films aujourd'hui, quoi. Ouais, il y avait les narcoproductions aussi, les films qui se font au Mexique sur une espèce de telenovela sur les mafieux. Il y avait un papier dans ce film là-dessus que j'ai lu mais avec des yeux complètement envieux en disant mais vite, il m'en faut quoi. Même ça couvre plein de champs quoi. Par exemple, il y a un des films il m'arrive souvent, je vois énormément de films en fait, et je vois des vrais films entre guillemets. Le documentaire en 2 parties, la Homeland Irak Année Zéro. On entrevoit, en fait, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la première partie, on entrevoit. Ça, c'est un vrai nanar, ouais. Oh putain. Je vous laisse responsable de ça. Mais on voit des images de propagande de Saddam Hussein. Enfin, moi, ce genre d'images, c'est des choses que j'ai envie de voir, quoi. C'est des trucs où je me dis, ouais, il reste encore des images à digérer, des contextes à comprendre. Voilà, sans dire que c'est une clé d'entrée sociale ou sociologique pour comprendre le monde tel qu'il marche. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on a essayé de montrer un peu dans le chapitre politique fiction, en disant que ça montre tout du moins l'état d'esprit d'une époque à un moment donné, sans être le reflet idéal. Disons, voilà, il y a des gens qui pensaient ça à tel moment, à tel endroit, d'accord. Soit. Mais après, après, je pensais que, justement, je suis très déçu parce que je pensais que la démocratisation des outils numériques, ça allait nous envoyer flopper une nouvelle génération de nanars spontanés qui allaient surgir d'un peu partout. En fait, un peu, mais pas tant que ça. Et puis même, faut vraiment fouiller. Après, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec le temps, on a noué des contacts avec des gens un petit peu partout, dans des festivals ou autres, qui nous envoient des copies en disant tiens, ça c'est pour vous voyez absolument. C'est comme ça qu'on a découvert Neil Breen, qui est un agent immobilier de Las Vegas qui fait des films, mais comment dire ça, une espèce de Terrence Malick messianique, avec je sais pas, 50% de found footage et 100% de loop pris sur des sites de musique libre de droit. Enfin, c'est un truc ronge-cerveau, mais hyper intéressant. Ouais. Ça peut créer une forme d'hypnose en fait quelque part des fois le nanar. Je pense particulièrement à j'ai vu il y a pas si longtemps que ça Au Sauvage. C'est hallucinant parce que là tu parles de ça me fait penser à ça parce que tu parles de boucle musicale. Dans Au Sauvage il y a une musique qui est juste atroce, une même phrase musicale qui est répétée à l'envi, qui est insupportable mais qui crée une sorte d'hypnose. Et donc c'est un film un nanar un peu particulier parce qu'il doit sûrement beaucoup pour son doublage français. Alors je sais pas si vous avez fait l'effort de regarder la version originale de ce film là. On peut passer un extrait, c'est un extrait qu'on a peut-être déjà passé à l'émission, je sais plus, mais qui est ahurissant. Et je laisse le coup. Mais avant ça, est-ce que François peut répondre à ta question de faire l'effort de regarder la version originale de... Bien sûr. Et alors du coup, est-ce que ça reste un nanar justement sans le doublage? Alors Au Sauvage, oui, parce qu'il y a la même temporalité complètement hallucinante. Le dialogue, je sais pas si c'est celui-là que vous avez passé, mais le dialogue sur le karma, c'est celui-là. C'est grosso modo le même en fait, quoi. Ah oui. Mais il y a les intonations complètement pourries, les espèces d'enchaînements les enchaînements dans les phrases sont un peu moins tarabiscotés, mais quand même pas tellement. Puis il y a pas le charme justement de ces doubleurs staccanovistes des années 80 qui faisaient énormément de choses, notamment du porno. Il y en a une en fait, la doubleuse principale de Au Sauvage, c'est une nana qui doublait, mais je sais pas combien de trucs, et on retrouvait sa voix dans des nanars porno que les gens nous envoyaient, un truc complètement hallucinant qui s'appelle Jamex plus encore, jamais avec un X. Mais c'est bien dans ce chapitre-là où tu dis, ou en tout cas c'est dans le bouquin, on peut lire que c'est les gens à l'origine du doublage de Au Sauvage, c'est aussi eux qui ont créé un doublage complètement fantasque d'un film, un boulard allemand qui s'appelle Deux sœurs à enculer. Alors non, c'est pas les mêmes, c'est les doubleurs de Jamex plus encore. Deux sœurs à enculer, c'est un autre.
C'est le moment que je choisis ma compagne pour arriver dans la pièce, évidemment. Alors, douceur, enculé. Pardon. C'est pas la même team, mais c'est le même genre d'émotion en fait. Mais disons que ce qui est drôle dans Jamais plus encore, c'est que c'est vraiment des doubleurs qui enchaînaient, qui avaient un peu de métier quand même. Sur Deux sœurs enculées, c'est des gens qui essayent d'improviser, mais qui ne savent absolument pas improviser en fait. Et où les scènes durent 10 piges, c'est soit bien. C'est fou. Mais c'est bien. Ça montre qu'il y a plein de. Le nanar est aussi riche que le cinéma en fait. C'est ça qui est merveilleux quelque part. Eh ben, on te laisse faire un bisou à ta copine et puis on s'écoute un petit extrait de Eau Sauvage. Eau Sauvage, ça dure 1 minute 13 et on te retrouve juste après cette minute 13 de Eau Sauvage, François. Nous devons tous vivre notre propre karma. Karma? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dont vous les hippies vous parlez tous? Qu'est-ce que c'est que le karma? Eh bien donc, c'est une sacrée question. Le mot en hindou veut probablement dire une chose, mais parmi les hippies américains et les autostoppeurs de toutes sortes, cela veut dire... eh bien, disons que vous vous êtes trouvé à la porte de chez vous. Alors, vous allez à votre boîte aux lettres prendre la clé. Quand vous y arrivez, vous vous apercevez que votre clé n'est pas là. Vous ne l'avez pas remise la dernière fois. Alors, vous tapez sur la boîte aux lettres, ce qui fait sortir les chiens, et un chien vient vers vous et commence à aboyer. Alors, vous frappez le chien, et le chien s'en va en hurlant et passe devant la maison du voisin, et les voisins appellent la police, et quand la police arrive pour enquêter, elle vous arrête pour avoir essayé de rentrer chez vous dans votre propre maison. C'est ça le karma. Alors, n'avez-vous pas un peu peur du karma, monsieur manger, boire et être heureux? Eh bien, monsieur propre, quand je regarde dans le futur, je ne vois aucun karma. Eh bien, c'est là que nous différons alors. Parce que moi, je l'ai vu, et cela fait une grosse différence. Voilà, c'était donc un extrait de Eau Sauvage de Paul W. Kenner. Je vois ça dans mes informations. De quoi ça parle Eau Sauvage d'ailleurs? Parce que du coup, t'as déjà passé cet extrait, je crois, dans l'émission. Non, on avait passé cet extrait-là un blind test. Un blind test, mais alors... en tout cas, c'est un des rares que tu as vu en entier. Avec non, j'en ai vu quand même quelques-uns, parce que j'ai mes petites soirées nanardesques avec un collègue de boulot que je salue, hein, mais je vais laisser plutôt François en parler. Eau Sauvage, sur la jaquette, je crois qu'il y a marqué Souvenez-vous de délivrance. Ah voilà, déjà le film te dit regarde ce film et essaie de te souvenir d'un bon film en même temps. Et c'est plus ou moins un slasher à 2 à l'heure en pleine excursion rafting quoi, avec un tueur qui intègre qui se fait surnommer Monsieur manger, boire et être heureux si je me rappelle bien. C'est le dialogue du karma que vous avez passé là. Oui. Et voilà. C'est ce type qui a la voix grave qui a vendu des actions, hypothéqué sa maison. Et merde, spoiler, pardon. Et du coup, mais il y a de quoi remplir, allez, grosso modo 20 minutes, une demi-heure de film, et c'est étiré, mais c'est l'art du remplissage ce film, et l'art du doublage par ailleurs, mais c'est l'art du remplissage. Il y a un moment où un type marche, pose son sac à dos, s'arrête, boit une bouteille d'eau, la remet dans le sac à dos, repart, le tout en temps réel, quoi. Je sais pas ce que vous pensez du film, mais c'est peut-être pas mon préféré, mais il y a des moments assez fous, quoi. Moi, j'ai été subjugué par ce film. Et c'est vrai que la semaine dernière, je me suis maté un des classiques du nanar que j'avais jamais vu, c'est Star Crash. Qui pour le coup j'ai pas passé une très bonne projection quoi, où je me suis dit c'est juste un film fauché, pas très intéressant, qui reproduit des recettes mais en pas du tout bien. Voilà, ça m'a plutôt fait chier en l'occurrence, si ce n'est voir un peu toutes les recettes de bric et de broc qu'un bonhomme pouvait inventer quand il n'avait pas de budget. Et par rapport à ce film là, où pour le coup là j'y trouve tout ce que je peux chérir un peu dans les nanars que dans ce que j'appelle ou ce que je chéris en tant que nanar quoi. C'est-à-dire d'un coup inventer un truc, parce que là pour le coup comme tu dis il y a un truc dans la temporalité, un truc dans l'heure de remplissage où tu te dis à la fois c'est insupportable, c'est ridicule, et à la fois t'es complètement hypnotisé parce que tu te dis tu ne sais jamais ce qui va être la prochaine scène quoi, quelque part. Whitefire à ce niveau-là, c'est le parangon de la prévisibilité du système D, y compris narratif en fait quoi.
plutôt que de rire d'un film, est-ce que c'est pas ce qui serait le plus intéressant finalement, c'est justement de rechercher ces espèces de différences et au niveau de cette corde raide, cette forme de grâce, même si c'est un peu élevé comme mot, mais qu'on peut trouver dans le nanar justement cette différence, cette vraie différence qui fait qu'un film va ressortir du lot, mais pas dans ce qui va être drôle, mais plutôt dans ce qui va être justement entre guillemets bouleversant. Alors c'est pas forcément bouleversant évidemment de voir un type remplir sa gourde ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir quand même dans ces films qu'on va considérer comme des nanars, justement on va pouvoir peut-être y trouver quelque chose d'un peu tellement différent que oui, ça va être bouleversant. C'est envisageable quand même, ça arrive. Mais bien sûr, pas tout le temps, parce que comme je vous le disais, le spectre du nanar est aussi riche que celui du cinéma dans son ensemble. Évidemment. Quoi. Mais toi, par exemple, est-ce que au-delà des films de Bollywood dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a parmi ces films qui vont être vis-à-vis d'un autre public, des trucs risibles, des choses qui toi, par exemple, t'ont touché en fait? Au sens de être ému. C'est ça, ouais. Moi ce qui me plaît en fait, c'est d'être surpris en fait, d'être ému. Après l'émotion, la grâce, la poésie, ça arrive de temps en temps. Hein. Mais pas au sens où moi non, plutôt dans les Bollywood, où vraiment cette naïveté est tellement, ou même dans un film comme je sais pas si vous connaissez Story of Ricky. Non, moi non. C'est un film de Nam Lachoi, qui est un réalisateur hongkongais complètement taré, qui a fait un film qui s'appelle The Cat, qui était chroniqué dans le premier, et Story of Ricky, c'est pour résumer vraiment crûment, je sais que c'est pas ça, s'il y a des puristes qui m'écoutent, ils vont me lyncher, mais c'est grosso modo Ken le survivant en prison, quoi. Avec un héros qui est doué d'une force absolument incroyable, et avec des séquences gore, mais vraiment, dégueulasse, cracra quoi. À un moment, il y a un type qui s'éventre, on croit qu'il fait ses poucous, mais en fait non, c'est pour prendre ses tripes et étrangler le héros avec. Enfin, c'est vraiment un truc dégueulasse. Et à côté de ça, il y a des flashbacks de comment le héros s'est retrouvé dans cette prison, et qui sont d'une naïveté, mais vraiment désarmante en fait, sachant que le film est pas non plus forcément mal réalisé, mal filmé, même si c'est très très crapuleux et très gore dans le genre catégorie 3, quoi. Mais oui, il y a cette candeur qui, moi, m'a touché, en fait. Vraiment. Enfin, mais limite premier degré, quoi. Et la fin est une naïveté telle, suite à un déchaînement de gore, que oui, moi, ça m'a un peu cueilli. Ça m'arrive surtout dans les Bollywood, parce que ce côté mélodramatique que moi j'adore, en plus. Mais vraiment premier degré, hein. Moi, je suis vraiment un grand fan de mélodrame. Et je sais pas, ou des films, moi c'est plus dans le choc en fait, dans le répulsif. Il y a, vous êtes toujours là? Oui, on t'écoute. Toujours le doute. T'inquiète pas. Et une grande expérience de nuit excentrique, c'était pas celle de cette année, c'était celle de l'année d'avant. Le programme commençait par un film qui s'appelle Mad Foxes, qui est chroniqué dans le tome 2 du coup, et qui est ignoble, mais qui est vraiment, au début de la séance, il y avait un malaise, quoi. C'est un rape revenge, donc c'est film de viol et revanche où une héroïne généralement se fait violer, et où elle ou un ami à elle va la venger de ses violeurs, punir le mal par le mal. Bergman, la source de Bergman, tout ça, ouais. Oui, voilà, la source, exactement. Oui, exactement. Le rape revenge originel, ça veut dire ça. Et c'est poussé, mais dans le crapoteux, mais vraiment l'ignoble, avec un côté vraiment imprévisible pour le coup, sachant que, en fait, ce que je mets dans la chronique, c'est que l'essence du rape revenge, c'est l'empathie avec la victime, et le fait de se réjouir et d'être interrogé justement sur cette réjouissance de la vengeance. Et là, pas du tout, en fait, le héros est un gros connard, qui est limite pire que les violeurs, par certains aspects, et c'est un enchaînement de dégueulasseries. Enfin, je me sentais vraiment sale après le film, et c'était une expérience. Au bout d'un moment, le film va tellement loin dans l'ignominie que ça a un peu détendu tout le monde, en fait. Mais c'était vraiment une expérience très 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 bizarre. Où pour le coup, les rieurs, c'était les arroseurs arrosés, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils essayaient de rire, et tout le monde leur disait non, ta gueule, ta gueule, on est en train de vivre un moment un peu étrange. Arrête, ne pollue pas ça, quoi. Et mais ça devient
faut pas être présomptueux, on n'a pas tout découvert justement. Ça, c'est un truc dont on avait entendu parler et qu'on a tous découvert quasiment en live, quoi, pendant cette séance. Et du coup, après, voilà, moi, je suis allé m'enseigner sur le producteur suisse Erwin Dietrich, qui est un petit polisson, je dis ça poliment. Je vous conseille de voir Mad Foxes et Je suis une groupie, qui a une VF magnifique. Et le film est une dégueulasserie absolument imparable. Anti-hippie, anti-marijuana, anti-partouze, mais tout en étant très très complaisant là-dedans quand même. Enfin, ce genre de truc, vous voyez. Mais voilà, enfin, il y a plein de... Il y a énormément d'exemples. Moi, je vous cite mes persos, mais après, pour un autre nanardeur un peu plus... je sais pas, fleur bleue, il y aura des choses qui vont le toucher vraiment, mais... Je sais que j'ai un très bon ami qui adore Story of Ricky, vraiment au premier degré, pour qui c'est un drame fondamental. Non, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, j'ai vécu des choses similaires, mais avec du John Woo, par exemple. Avec John Woo? Oui, c'est ça. C'est en voyant moi la première fois que j'ai vu des John Woo dans sa période hongkongaise, en fait, il y avait en effet des scènes de baston que je trouvais chouettes, mais j'étais plus impressionné par Braveheart. Et en même temps, quand t'avais une scène de mélo, parce qu'il y a du mélo, il y a la musique, John Woo, tout bordel, je trouvais ça grotesque, absolument grotesque en fait. Et parce que voilà, t'as ce côté mélodramatique qui en même temps est folklorique de Hong Kong, qui moi à l'époque j'avais pas l'habitude, donc évidemment me passait complètement au-dessus du crâne et voilà, c'était trop beaucoup. Mais pareil, moi j'ai découvert les syndicats du crime sur Canal à l'époque. Je pense que, enfin, sensiblement pareil, quoi, à quelques années près. Mais et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique ringarde? Qu'est-ce que c'est cette homosexualité pas du tout assumée, où ils se font goûter leur hot dog? Mais cette histoire, quoi. Et après, au fur et à mesure, enfin, quand tu comprends que c'est ça son projet, de vraiment outrer les choses au dernier degré, voilà, ça marche, quoi. Voilà, mais quand tu le découvres par exemple, et si tu le montres ça encore aujourd'hui, je pense, ça peut passer justement pour quelque chose de grotesque, alors que finalement ça rentre juste dans une esthétique particulière. Après, il faut accepter aussi, je pense, qu'il faut faire un gros travail en se disant que voilà, n'importe quel film peut être le nanar de n'importe qui d'autre, si tu veux, quoi. Ouais, c'est vraiment une histoire. Oui, on revient encore sur cette idée-là, de toute façon, hein, que ça vient du regard du spectateur et d'une culture aussi, finalement. Ouais, c'est une histoire de convention, en fait. C'est le propre. Subjectivité aussi, quoi. Une subjectivité. Moi, je sais très bien, mon film préféré de ces dernières années, c'est un film qui s'appelle Love Exposure de Sonotion, que j'incite tout le monde à voir, et je leur dis ça dure 4 heures et du coup personne ne le voit, mais je sais très bien que des gens peuvent penser que c'est un nanar, et je comprendrai pourquoi, en fait. Après, à partir du moment où la personne en face n'est pas que dans le rire et accepte d'avoir une discussion, moi ça me va. Enfin, et il faut l'accepter dans tous les sens, en fait. Faut rester ouvert, pas justement accepter. Voilà, si les gens rient à Get Carter, faut aller les voir en disant oui, mais à l'époque, voilà. Enfin, puis là, parce qu'on voit le film dans une, je sais pas si c'était en DCP HD. C'était de la pellicule. De la pellicule. Ouais. Bah merde. Du coup, mon point s'effondre. Mais non, mais il est passé au Diapason à Rennes, et je continue d'inviter les gens à aller au Diapason à Rennes et proposer en 35 mm. Ça, vous avez de la chance, dis donc. Eh ben oui. Nous, ça a quasiment disparu ici. Hein. Mais c'est terrible, hein. Mais enfin, en plus, je crois que c'est Antonin qui travaille dans un cinéma, donc tu dois voir la différence. Je sais pas depuis combien de temps tu travailles, mais tu dois voir la différence. Moi, l'image numérique, c'est figé, c'est froid, ça manque d'un peu de grain, et quand tu vois des films dans ce format-là, ils perdent du cachet, quoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas si vous avez revu Casino en Blu-ray de Scorsese, mais enfin, si vous êtes pas très fan de Scorsese, mais c'est moi surtout. Ouais, si je me rappelle bien. Mais Casino, je l'ai revu en Blu-ray, et en fait, il y a des séquences mais qui font hyper top, quoi. Le montage de Thelma Schumacher perd beaucoup en puissance. La scène qui est absolument terrible, moi, qui m'a traumatisé au cinéma, bon, je plaisante, mais où Joe Pesci défonce un gars pour une histoire de stylo. En fait, en Blu-ray,
bah ça fait toc quoi. On a l'impression de voir la machine à fumer, on a l'impression de voir le mec qui vient de régler un néon pour qu'il grésille juste un petit peu. Enfin c'est, non j'exagère, mais enfin c'est bref. Non mais je vois ce que tu veux dire, c'est que l'image joue beaucoup, mais c'est intéressant aussi de se dire justement que ce qui est considéré comme des narrs aujourd'hui, c'est quand même l'ère de la VHS, et que la VHS ça restait des objets qui en termes d'image étaient très limites, c'est-à-dire qu'on avait du pan and scan, on avait de façon des images qui respectaient pas le format originel, de la VF uniquement quasiment. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui évidemment poussaient aussi à voir les films sans qu'ils gardent ce qu'ils étaient à la base, quoi. C'est quelque chose qui a été très dur sur le site, notamment parce que c'est vrai qu'on a découvert des films qui étaient assez rares avant qu'ils soient réédités dans de belles éditions avec une image correcte, etc. Et après, je veux pas taper sur les petits camarades, mais c'est vrai qu'il y a une critique de Hardware de Richard Stanley, qui a un film qui a un peu vieilli, mais qui a été vu dans une VHS dégueulasse, en VF, avec les couleurs qui bavaient, et le chroniqueur se base beaucoup dessus. Et du coup, il y a une contre-chronique derrière qui dit non, mais attendez, enfin le film est beaucoup plus correct que le chroniqueur l'a ressenti, ou je sais pas, par exemple. Enfin, ça peut vraiment. Non mais voilà, mais quand tu regardes Edith fois dans l'Ouest en plein écran, en pan and scan, bah je suis désolé, mais ça a pas la même gueule, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Je suis François, on continuerait bien, il va falloir qu'on se quitte, et il est temps en fait, parce qu'on arrive au bout de notre émission. On va rappeler que Nanarland volume 2, du coup le livre des mauvais films sympathiques est sorti, on peut se l'acquérir, et c'est un très bel objet, comme le premier d'ailleurs, qui du coup propose un livre au format d'une VHS, donc c'est pour être critique, on invite évidemment tout le monde de toute façon à l'acquérir, parce que de toute façon c'est un super machin. Et puis on y ressent très bien, de toute façon, tout ce dont on a parlé durant cette heure-là, entre cette approche, cette stupéfaction devant des films, et puis aussi le regard rieur, ce qui fait que le bouquin est très drôle, et puis donne vraiment envie de voir les films, et au-delà du fait qu'on sait qu'on va se taper une bonne tranche de rigolade. Et puis toi, on peut te retrouver du coup sur le site de Chaos Reigns, et puis aussi dans ce film de temps en temps, quand tu y participes. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir parlé à l'autre bout de la France dans ton ordinateur. Merci Antonin d'avoir participé. On va écouter le générique de fin, qui est un extrait de Star Crash. Alors on peut peut-être se passer plutôt l'extrait de Maîtresse très particulière, parce que c'est tellement bon. D'accord. Eh ben c'est toi qui décides. On écoute ça. François, tu restes avec nous. On va se reparler après l'émission. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés tous. On se retrouve très bientôt. Voilà. Merci à tous. Ciao. Bisous. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Allez, grouille-toi. C'est pas un concours de vitesse. Non, je veux que ce soit un effeuillage de grand luxe. Je veux du sexy. Savoir créer la jouissance, c'est tout un art. Ça va, là, je t'excite assez. Ouais, c'est bien. Tu continues. Doucement. Voilà. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.